Et hello les gars, nouvel épisode du Teardrop, votre podcast préféré pour la TPDL. Euh, ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une petite analyse des trois équipes des rookies, selon moi. Donc voilà, ça t'engage que moi. Je me suis dit que voilà, peut-être que je vais aller pouvoir un peu expliquer comment moi je vois les effectifs, comment j'analyse un peu vos équipes, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu ça pour chaque rookie. L'idée c'est que vous compreniez un petit peu de tous les tenants et aboutissants. Et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite par les Grinch ou les Grinch, je sais pas comment ça se dit, il faudra que tu nous dises. Est-ce que c'est les Grinch ou les Grinch? Donc du coup, ce que j'ai essayé de faire, vous voyez, j'ai mis les noms des joueurs, c'est une capture du Google Sheet. Ici, vous avez le classement total, donc sur la saison 2000, la saison passée. Ici, le classement moyen, donc c'est par rapport à leur stat on va dire en moyenne par match. Ici, vous avez le salary cap, on va dire donc le salaire de chaque joueur et le salaire total pour chaque année, les joueurs qui n'ont pas encore de contrat, et aussi ici vous avez les stats. Donc voilà, le pourcentage de lancer franc, 3 points, rebond, passe décisive, steal, bloc, perte de balle et points. Et donc moi j'ai essayé de classer un petit peu les joueurs, on va dire dans cette catégorie. Les joueurs que je considère très forts en fantasy, les joueurs forts, donc c'est un cran en dessous mais ça reste des bons joueurs de fantasy. Les joueurs risqués, donc les joueurs risqués c'est vraiment des joueurs qui ont une grosse variance, donc ça peut être soit très bon soit très mauvais, beaucoup d'inconsistance. En général c'est des joueurs qui ont beaucoup de potentiel mais qui n'ont pas, qui peuvent faire des très mauvais matchs comme des très beaux matchs. On sait pas trop sur quel pied danser avec. Les joueurs corrects, donc c'est-à-dire c'est des joueurs qui ont leur place dans un effectif, mais voilà, faut pas non plus s'attendre à trop. Les bons joueurs avec potentiel caché, donc moi ça c'est un petit peu, on va dire, des joueurs qui sont aujourd'hui peut-être dans la range joueurs corrects, mais en fait ils ont quand même une belle marge de progression, à mon avis. Donc c'est des joueurs qui ont encore du potentiel. Les jeunes joueurs à potentiel, donc c'est des très jeunes joueurs qui ont du potentiel, donc c'est plus des paris sur l'avenir. Et ensuite des joueurs mauvais sans potentiel, donc en violet, les joueurs mauvais sans potentiel, c'est les joueurs dont on ne veut pas dans un effectif, c'est-à-dire que ils sont un peu limite. À la limite d'être free agent, et en plus de ça on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de potentiel pour s'améliorer. Donc en général les joueurs, quand on a des joueurs mauvais dans son effectif, il vaut mieux avoir des joueurs qui ont un peu de potentiel, comme ça si jamais ils s'améliorent, peut-être qu'ils vont devenir meilleurs. Donc moi comment je vois ton effectif, Maxime? Donc on a Embiid et Harden, pour moi c'est des joueurs très forts, donc en avoir deux c'est bien, parce que voilà, c'est super bien d'avoir déjà deux joueurs très forts. Toutes les équipes n'ont pas deux joueurs comme Joel Embiid et James Harden. Ensuite, pour moi, t'as les D'Angelo Russell, Austin Reeves, Nick Claxton et Michael Porter Jr. C'est deux joueurs forts. Donc comme tu vois, c'est des joueurs qui sont top 70. Ensuite, on a Jordan Poole qui est un joueur risqué. De toute façon, j'ai marqué un petit peu sur la droite ici tous mes commentaires. Donc Jordan Poole, plutôt un joueur risqué, donc avec une grosse variance. T'as Bobby Portis et Jordan Clarkson qui sont des joueurs corrects. Jaden McDaniels, donc tous les joueurs là je les ai triés par classement moyen sur l'année passée, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu dans cet ordre là. Donc Jaden McDaniels, pour moi c'est un joueur qui aujourd'hui qui dans les faits est plutôt correct, mais en fait il prend beaucoup plus de place à Minnesota. Et moi je pense qu'il va devenir de plus en plus fort, hein. Déjà l'an passé il avait fait une bonne saison. Là je sais pas pourquoi peut-être qu'il a un peu sous-perf par rapport à la saison passée, mais en fait pour moi c'est un joueur qui si jamais il joue à son niveau, il pourra vite passer dans les joueurs très forts ici en orange. Et ensuite
t'as eu 6 joueurs mauvais sans potentiel, donc ça je pense que c'est une des plus grosses faiblesses de ton effectif. Donc t'as Eric Gordon, Dario Saric, Patrick Beverley, Najee Marshall, Kevon Looney et Dwight Powell, qui sont vraiment des joueurs qui sont pas très forts. Donc c'est des joueurs qui sont hors du top 150, voire même seulement Eric Gordon qui est 159 sur l'année, mais sinon c'est carrément hors top 200. Et en fait, moi c'est vrai que la façon dont moi j'aime construire mes équipes, c'est que j'essaie vraiment d'avoir le moins de violets possible. L'idée c'est que si jamais ils sont mauvais, autant essayer de prendre des joueurs qui ont du potentiel. Donc des paris un peu sur l'avenir qui vont faire que peut-être cette année ils vont être nuls, mais les années suivantes ils vont s'améliorer potentiellement. Donc moi je pense que c'est aujourd'hui c'est peut-être une des difficultés que tu peux avoir sur ton effectif, c'est que tu as quand même 6 joueurs, c'est assez conséquent, donc qui sont pas très forts. Ensuite, faut savoir que bientôt il va y avoir la draft, donc on a tous 2 tours de draft, donc on va pouvoir récupérer chacun 2 joueurs si on a toujours nos tours de draft. Mais donc pour pouvoir récupérer 2 joueurs, en fait chaque GM va devoir couper drop 2 joueurs. Donc là, tu vois, toi tu vas devoir sûrement couper 2 parmi ces 6 qui sont là, mais il te restera 4 qui sont quand même pas terribles. Donc ça c'est mon analyse un peu de ton effectif. Donc j'ai ensuite fait des petits encadrés. Donc pour moi, ce qui est en rouge, ça va dire peut-être les risques liés à ton effectif. Et ce qui est en vert, c'est les points forts de ton effectif. Donc en rouge, donc dans les risques. Alors d'abord le risque principal c'est la fiabilité de la santé d'Embiid. Donc là comme tu peux le voir en fait quand Embiid joue, il est top 1. Donc ça c'est... de toute façon j'ai aussi mis ici. Donc quand il joue il est top 1, par contre comme il est souvent blessé, au classement total sur l'année il est que 26ème. Donc voilà en fait ça met une petite variance dans ton meilleur joueur. Qui est assez difficile à prédire, et du coup potentiellement c'est quelqu'un qui pourrait peut-être manquer les playoffs si jamais tu fais les playoffs, ce genre de choses. Ensuite une des choses qu'il faut que tu aies bien en tête aussi, c'est que c'est vrai que certes tu as 2 joueurs très forts, par contre c'est vraiment un duo de star qui est vieillissant, donc ils ont 30 et 34 ans. L'idée c'est pas non plus les perdre pour rien. Si jamais tu sens que tu n'auras pas le titre, peut-être qu'il y a peut-être un moment, il faudra que tu essaies de penser à peut-être les trades pour essayer de en récupérer quand même une contrepartie, plutôt que de les perdre contre rien. Si jamais tu penses que t'es pas prêt à jouer le titre. Ensuite, aujourd'hui il te reste encore 5 jours à payer. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Il te reste 5 jours à payer, dont 2 qui sont importants. Donc James Harden et Nick Claxton. À noter aussi qu'il te reste 54 millions de salary cap. Donc 54 millions, ça peut aller très vite. Il suffit que James Harden il prenne 35 millions et Nick Claxton il prenne 20 millions. Là tu es à 55 millions, il te reste encore pas mal de joueurs à payer. Ça peut être problématique. Donc là en fait il va falloir que tu fasses très attention à ton salary cap, parce que ça peut te poser des difficultés. Et si jamais tu passes au-dessus du salary cap, donc il faut savoir que c'est interdit, tu vas être obligé de couper certains joueurs pour remodeler ton effectif pour que tu sois en dessous du cap. Donc ça il faut que tu aies bien ça en tête. Peut-être croiser les doigts pour que James Harden et Nick Claxton signent pour pas trop cher. Donc voilà, ça c'est un des risques sur ton effectif. Ensuite, voilà, comme je l'ai dit, pour moi tu as trop de joueurs faibles sans potentiel. Donc ça, ces six violets là, pour moi c'est un de tes objectifs premiers, ça va être d'essayer de le réduire. Peut-être en les remplaçant par du rose, des jeunes joueurs à potentiel, ou peut-être des joueurs qui vont être plus risqués, ou des joueurs peut-être tout simplement qui sont meilleurs sur la free agency. Donc ça va falloir que tu sois actif sur la free agency. Aussi, comme on peut le voir, tu as peu de jeunes joueurs avec potentiel. Donc c'est vrai qu'en fait, ce que je disais, c'est que après c'est vrai que tous tes joueurs qui sont ici, dans les joueurs forts,
ils sont pas non plus très vieux. Jordan Poole, on peut aussi considérer que c'est un jeune joueur avec potentiel, mais t'as pas vraiment bah voilà, de joueurs en contrat rookie aujourd'hui. C'est des bons contrats qui coûtent pas très cher. Et bah, c'est souvent des bons rapports qualité-prix. Peut-être que tu pourrais essayer de tenter quelques coups sur des jeunes plutôt que de rester sur ces joueurs-là qui au final n'apportent pas grand-chose. Et aussi, bah, donc la conséquence de tout ça, c'est qu'en fait tu manques un peu de profondeur. Aujourd'hui, je pense que si tu veux jouer le titre dans l'état actuel de ton effectif, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles les Brassam qui avait l'équipe juste avant, il a échoué aux portes des playoffs. En fait, tu es peut-être un peu juste pour jouer la victoire finale, à mon avis. Donc, voilà, il faut essayer de régler ce problème de profondeur de banc. Parce qu'il y a toujours des blessures, etc. Et que c'est justement la profondeur qui permet de diminuer le risque lié aux blessures d'autres joueurs. Si jamais tu joues sur, on va dire, une dizaine de joueurs, vraiment, et que dans ces 10 joueurs, tu en as 2-3 qui sont blessés, typiquement, là, ton équipe, elle est vraiment dans le dur. Donc, par contre, maintenant, dans les points forts de ton équipe. Donc, t'as 8 joueurs qui sont top 100. Donc, Bobby Portis, moi je l'ai mis en joueur correct, mais après, c'est vrai que il a fait quand même une bonne saison, il joue tout le temps, il apporte quand même quelque chose. Je l'ai pas non plus mis en joueur fort, mais pour moi, c'est vraiment un joueur correct. Mais donc, t'as 8 joueurs qui sont top 100, avec potentiellement Jaden McDaniels, qui pourrait aussi pour moi craquer le top 100. Donc, t'as potentiellement 9 joueurs qui peuvent être top 100. Ça, c'est vraiment. Autant t'as pas de profondeur sur tes 16 joueurs, par contre t'as vraiment de la profondeur sur des vraiment forts joueurs. Et ça c'est vraiment un des points forts de l'effectif, de ton effectif. Et donc imaginons, c'est vrai qu'on est 18 équipes, simplement dans le top 100, c'est assez simple, hein, tu divises par 18, ça fait à peu près 5. Je pense qu'en moyenne dans la ligue, il doit y avoir à peu près en moyenne 5 joueurs dans le top 100 par équipe. Donc ça peut être plus ou ça peut être moins, mais toi on voit que tu es à 8, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, un autre gros point fort de l'effectif, c'est Embiid, comme on peut le voir sur le classement moyen, il est top 1. Donc c'est vraiment le meilleur joueur de la ligue l'an passé lorsqu'il joue. Il est tout simplement monstrueux. Et c'est vrai que quand il joue, il peut vraiment te gagner une semaine à lui tout seul. Il est tellement dominant. Donc ça, c'est vraiment une énorme force si jamais tu arrives en playoff et que Embiid joue. C'est vraiment, tu peux tout de suite être dans les favoris simplement parce que tu as le meilleur joueur de la fantasy quand il joue. Comme je dis, c'est vrai qu'il peut être aussi souvent blessé. Ensuite, tu as Harden qui est un top player, donc 2 top players pour moi. Un des autres points forts, c'est la régularité des bons joueurs. Donc ce qu'on voit, c'est que dans la plupart de tes joueurs qui sont dans le top 100, c'est des joueurs qui ont peut-être un classement moyen qui est moins bon, mais par contre, ils jouent tout le temps. Donc c'est vrai que tu as des joueurs qui se blessent pas trop. Tu as une équipe qui est plutôt bien construite en termes de position. Je trouve que tu as une belle harmonie, on va dire, entre toutes les positions. Jordan Poole, on voit qu'il a fini 84ème sur la saison passée. Et pour moi, en fait, il ne peut faire que mieux. Il a vraiment fait pas une très bonne saison la saison passée. Et pour moi, Jordan Poole, c'est clairement quelqu'un qui peut craquer le top 50, le top 40 si jamais ça marche mieux l'an prochain. T'as des bons contrats, donc j'ai marqué notamment Austin Reeves, D'Angelo Russell. Je trouve que pour la production qu'il donne, c'est vraiment pas très cher. Et après, on va dire le défaut de ton équipe qui est que tu as beaucoup de brel, en fait ça te donne quand même aussi déjà toi un bel axe d'amélioration. Si tu te focuses sur ça, en fait tu peux assez facilement améliorer ton effectif en essayant de diminuer ce pool de joueurs qui sont pas terribles. Donc au final ça reste le fait que ce soit un point faible, ça devient une opportunité. Donc est-ce que pour moi tu as une fenêtre de titre? Alors pour moi, oui, tu as une fenêtre de titre, parce que comme je dis, tu as vraiment 10 joueurs qui sont vraiment pas mal, et en fait tu peux encore améliorer ton équipe, donc tu as vraiment une fenêtre de titre. Par contre, c'est risqué. C'est vrai que je pense que tu n'es pas non plus le GM avec les peut-être qui serait dans les favoris, dans le top 3, tu serais peut-être dans le top 5 si jamais tu règles un peu tes problèmes de profondeur. Après, sur les playoffs, tu peux toujours gagner.
Et il y a toujours une partie de chance dans les playoffs parce que il faut que tes joueurs ils soient en bonne santé. Imaginons t'as des joueurs qui font des super perfs. Il y a toujours une partie de chance dans les playoffs. C'est rarement le meilleur qui gagne au final. Mais par contre, c'est risqué dans le sens où, pour moi, tant que Embiid est au top niveau et en bonne santé, tu as une chance de gagner. À condition d'avoir plus de profondeur. Mais pourquoi risquer? C'est parce qu'en fait, comme je l'ai dit, aujourd'hui, tes deux meilleurs joueurs, c'est des joueurs qui sont un peu vieillissants. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus leur valeur diminue. Donc, voilà, si notamment je pense à James Harden. Peut-être que si jamais tu veux jouer le titre avec James Harden cette année ou l'an prochain, en fait dans 2 ans James Harden il aura 36 ans, il est quasiment finito, il aura sûrement plus de valeur en fantasy, tu vas un peu le perdre pour rien. Donc après c'est un peu à toi de voir est-ce que tu prends le risque ou pas. Alors mon conseil, pour moi, tu peux prendre les deux stratégies, on va dire un peu basiques. Tu peux jouer le titre, donc c'est quand même la base, hein, jouer le titre, essayer de gagner. Pour moi, tu as un effectif qui peut essayer de gagner le titre à partir du moment, comme j'ai dit, tu améliores la profondeur de ton effectif. Et tu peux aussi partir sur du rebuild, c'est-à-dire que tu as quand même une base qui est très forte. Et en fait, si jamais tu décides de trade Joel Embiid et James Harden, tu pourrais sûrement avoir beaucoup de belles assets, on va dire plus jeunes. Et en fait, ça te permettrait peut-être de tout simplement donner beaucoup plus de profondeur dans ton effectif avec des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes pour pouvoir pas forcément jouer le titre tout de suite, mais jouer le titre dans les 2-3 ans sur les paris que tu auras fait. Donc voilà, pour moi, tu as un petit peu une stratégie à avoir. Est-ce que tu as envie de jouer un peu plus long terme? Est-ce que tu as envie de jouer un peu plus court terme? Pour moi, les deux sont possibles. Donc voilà, Maxime, j'espère que pour toi c'est ok. On va passer au suivant. Alors, les chats de roaming. Donc, toujours le même principe, hein. J'ai classé ça en 7 catégories. J'ai trié ici à part le classement moyen. Donc, en fait, vous avez un petit peu le même duo. Anthony Davis, Kevin Durant, un peu donc deux stars un peu vieillissantes. Par contre, Anthony Davis et Kevin Durant, c'est du rouge, mais en fait, si je pouvais mettre, c'est vraiment du rouge écarlate, quoi. C'est vraiment deux top joueurs. Par rapport à James Harden, qui est quand même un petit peu en dessous dans le cas des Grinches, là, c'est vraiment Anthony Davis et Kevin Durant, c'est deux joueurs qui l'an passé étaient dans le top 6. Donc, deux joueurs dans le top 6, c'est vraiment incroyable. Moi, je l'ai marqué ici, hein, mais pour moi, c'est le meilleur duo de la ligue. Donc, tu as le meilleur duo de la ligue en fantasy. Ensuite, les joueurs forts, pour moi, aujourd'hui, tu as Rudy Gobert et Kobe White. Donc, si on compare un petit peu par rapport à Maxime, pour moi, en fait, tu as moins de profondeur en fait, dans tes joueurs forts. Ensuite, joueur risqué, tu as Jalen Green. Pour moi, Jalen Green, c'est un peu comme Jordan Poole, peut-être même encore en plus fort. C'est encore plus risqué, mais aussi encore plus fort. C'est vrai que Jalen Green, en fin de saison passée, il a montré qu'il pouvait. En fait, il a des phases où tu le vois quasiment jouer comme un franchise player. Et il a des phases où vraiment il est très irrégulier. Donc qu'est-ce qu'on aura comme Jalen Green l'an prochain? Moi, ce joueur, j'y crois. Je pense que c'est un joueur qui est aujourd'hui qui est risqué, mais il y a un jour, il va commencer à vraiment savoir comment bien jouer. Il va finir par tout péter. Ensuite, les joueurs corrects. Donc pour moi, c'est Draymond Green, Marcus Smart, Trey Mann, Tim Hardaway Jr. et Precious Achiuwa. Honnêtement, Precious Achiuwa, j'ai un peu hésité avec le joueur mauvais, son potentiel. J'aurais pu le mettre. Hein. Mais on voit, c'est pareil là, en fait, c'est pas non plus des joueurs qui crèvent l'écran. Hein. Tu vois, on sort déjà du top 200 à partir de Trey Mann. Donc Tim Hardaway, bon, je suis peut-être pas forcément comment dire objectif parce que moi je suis fan de Dallas et je l'ai beaucoup aimé. Je trouve s'il est dans le bon contexte, il peut être très fort. Mais en fait,
Treman, il n'a pas non plus un potentiel à développer de malade. Tim Hardaway Jr. et Precious Achiuwa non plus. Donc en fait, ça c'est le bleu limite borderline violet. T'as Marcus Smart, Draymond Green qui est très vieux et qui en fait est plutôt sur une pente descendante. Marcus Smart qui est blessé, qui s'est blessé toute la saison passée. Et en fait, bon, c'est un bon joueur, hein. Mais aujourd'hui, il y a une part d'incertitude qui fait que je l'ai pas mis dans les joueurs forts. Et puis en fait, même il a jamais été non plus au même niveau que les joueurs très forts, qu'on va dire les joueurs forts de la ligue. Donc en fait, et après enfin, t'as Walker Kessler qui pour moi en fait est le seul jeune que tu as qui est vraiment intéressant. Et que celui-là en fait pour moi c'est vraiment un pari sur l'avenir, et comme j'ai vu que tu l'as mis sur la trade line, il est intransférable et je trouve que ça c'est une bonne chose. Celui-là il faut que tu le gardes. Donc en fait ce qu'on voit dans ton effectif c'est que tu manques de profondeur, mais encore plus que Maxime. Donc dans les risques, la fiabilité de la santé de Davis et Durant, donc ça j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que Anthony Davis et Kevin Durant l'an passé ils n'ont pas été blessés, mais en fait dans l'histoire de la NBA on sait qu'ils sont souvent blessés. Donc, en fait ils ont fait une saison énorme les deux la saison passée, mais en fait c'est des joueurs qui peuvent très vite aussi sortir des top joueurs cette saison si jamais ils se blessent un petit peu, comme ça leur arrive souvent. En plus, c'est un duo de stars qui est vieillissant, donc c'est-à-dire que plus le temps passe, et notamment pour Kevin Durant, plus leur valeur baisse. Donc ça, il faut en être conscient. Et il y a bien un jour, ils vont finir par prendre leur retraite et tu vas finir par les perdre pour rien. Donc après, la question, ça va être, comme je l'ai dit pour Maxime, est-ce que tu veux vraiment jouer le titre, ou est-ce que tu veux en profiter pour les vendre maintenant pour essayer de récupérer un maximum d'assets pour pouvoir reconstruire sur des bonnes bases? Parce que si jamais tu attends trop pour les trades notamment, le problème c'est qu'ils peuvent perdre de la valeur et du coup tu vas récupérer moins et tu auras une équipe beaucoup moins intéressante sur laquelle repartir. Donc ensuite, c'est vrai que ton duo de stars est vieillissant, mais aussi ton effectif au global est quand même très vieillissant. T'as très peu de jeunes. Et t'as beaucoup de joueurs qui ont plus de 30 ans. Hein. Rudy Gobert c'est vieux, Draymond Green c'est vieux, Marcus Smart ça commence à être vieux, Nicolas Batum je crois même qu'il va prendre sa retraite, je suis même pas sûr mais peut-être. En fait presque tout est assez vieux. Donc ton effectif est assez vieux quand même. Je trouve aussi que t'as un effectif qui est très déséquilibré. Tous tes top joueurs, donc ce qu'on voit ici, c'est que tous des joueurs qui font, donc le top 5, qui font partie du front de court, donc c'est soit des postes 5, soit des postes 4. Donc Tony Davis poste 5, Kevin Durant aujourd'hui c'est plus un poste 4, Gobert poste 5, Draymond Green poste 4, Walker Kessler poste 5. Et donc ça fait que ton effectif est assez déséquilibré, mine de rien. Tu vas gagner de beaucoup certaines stats, mais tu vas pas gagner suffisamment de stats pour finir par gagner la plupart des match-ups, je pense. Donc tu auras aussi peut-être un travail pour rééquilibrer un peu ton effectif. C'est mon avis. Donc tu as aussi trop de joueurs, comme j'ai mis en violet, faibles sans potentiel. Donc je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure Maxime, mais en fait de mon point de vue, quand un joueur commence à sortir du top 150, top 200, peut-être que c'est le moment où il faut se dire bon, il m'apporte pas tant que ça, et tant pis si je perds un peu sur les stats, mais je vais peut-être essayer de parier sur quelques petits jeunes qui peuvent qui peuvent exploser dans voilà 1 ou 2 ans, et qui vont pouvoir faire que peut-être que aujourd'hui je vais peut-être être un peu moins fort, mais peut-être que dans 2 ans je vais être meilleur. Donc voilà, peu de jeunes joueurs avec potentiel. Ensuite voilà, donc c'est un peu la contrepartie, c'est que tu as beaucoup de joueurs faibles sans potentiel, et tu as aussi peu de joueurs jeunes avec du potentiel. Donc pour moi aujourd'hui il n'y a que Walker Kessler et Jalen Green. Et tu manques de profondeur, donc mais tu manques de profondeur, mais vraiment énormément. T'as trop de joueurs en fait violets, et les deux bleus borderline violets. En fait pour moi t'as un effectif aujourd'hui de 8 joueurs quasiment, et t'en as 8 qui servent un peu à rien quoi. Donc parmi les points forts de ton effectif, donc tu as 2 joueurs top 10, donc meilleur duo de la ligue, ça comme je l'ai déjà dit. Par contre tu as un salary cap qui est maîtrisé. Donc c'est vrai que
il te reste 23 millions. En fait, ça va être 23 millions pour payer celui qui va remplacer Batum sûrement et Precious Achiuwa. Mais après, en termes de salaire, t'es pas si mal. T'es pas non plus, t'as pas beaucoup de marge. Mais je pense que tu vas pouvoir payer tes effectifs et donc du coup, tu n'auras pas besoin de couper de joueurs. Jalen Green, pour moi, c'est un gros comme je l'ai dit, c'est un gros potentiel qui a fini la saison très fort. Walker Kessler, c'est un potentiel Defensive Player of the Year et il peut te gagner à lui tout seul la stat des contres. Notamment, d'ailleurs, les contres étaient vraiment le meilleur la saison passée. Donc les 300 parmi lesquels tu as récupéré l'équipe, il était le meilleur la saison passée avec moi les shérifs sur les contres. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Maxime, tu as beaucoup de brel entre guillemets, donc du coup mine de rien, comme tu as beaucoup de joueurs qui sont pas très forts, en fait c'est des bonnes opportunités pour améliorer son équipe et pour la rendre meilleure, juste en étant actif sur la free agency. Donc il faudra que tu sois assez vigilant sur les joueurs qui n'ont pas d'équipe et qui font des bons matchs et peut-être les rajouter pour leur faire confiance et souvent il y a des beaux coups à faire sur la free agency, donc faut pas sous-estimer ça. Alors, est-ce que pour moi tu as une fenêtre de titre? Donc pour moi en fait, tu n'as pas de fenêtre de titre. Vraiment ton effectif, il est assez loin de pouvoir gagner le titre. L'an passé, les 300, en fait, ils ont été échoués aussi aux portes des playoffs, alors que tu as Anthony Davis et Kevin Durant qui ont fait peut-être une des saisons de leur vie comme ils referont rarement, parce qu'ils n'ont pas été blessés, etc. Et malgré ça, il ne s'est pas qualifié aux playoffs. Donc pourquoi je vois pas de fenêtre du titre? Donc déjà parce que la santé de chez Durant et Davis elle est trop fragile. C'est assez difficile de pouvoir gagner un titre quand tu as deux franchise players aussi fragiles. T'as une équipe qui est trop déséquilibrée, comme je l'ai dit, et t'as aussi trop peu de profondeur. Donc ça c'est les raisons. Et donc moi mon conseil, si j'étais à ta place et que je récupérais cette équipe là, je pense que ce que je ferais c'est que déjà moi je te vois trop juste pour jouer le titre. Ton équipe elle est vieillissante avec des joueurs qui ont toujours de la valeur, donc je pense notamment Anthony Davis, je pense qu'il a une valeur de fou furieux. Et Kevin Durant aussi qui a toujours une très bonne valeur. Donc Kevin Durant un peu moins parce qu'il a 35 ans, peut-être même 36 maintenant, 35 ans je crois, non 35 ans. Et Anthony Davis, lui c'est quand même un joueur qui a quand même 31 ans, il est pas si vieux que ça, il est toujours monstrueux, donc lui il a vraiment une grosse valeur à mon avis. Et donc moi, je pense que si j'étais à ta place, peut-être que je pèterais tout et je repartirais vraiment sur du rebuild pour déjà récupérer des assets de Anthony Davis et Kevin Durant tant qu'ils ont encore de la valeur et avoir peut-être justement des bons jeunes sur lesquels repartir et ensuite virer les vieux et partir sur des joueurs qui sont aujourd'hui pas très bons. Donc je pense que pendant 1 ou 2 ans ça peut être un petit peu dur, mais pareil essayer de repérer des petits jeunes qui sont sympas, qui te font plaisir, et puis jouer un peu plus long terme, et puis peut-être jouer sur des jeunes qui dans 2-3 ans seront même d'ici juste la fin de l'année, qui pourront être largement meilleurs et qui pourront progresser. Et puis après bien sûr être actif au niveau de la free agency, donc là au niveau de la free agency, aussi au niveau des trades. Donc c'est vrai que quand tu aussi fais partir du rebuild, il y a des joueurs qui jouent le titre et donc du coup qui peuvent pas se permettre d'avoir des blessés. Comme l'a fait notamment beaucoup les grenouilles, alias les vautours de cette année. Il a souvent récupéré des joueurs blessés chez des contenders parce que eux ils peuvent pas se permettre d'avoir des blessés et donc ils récupèrent des petits des bons petits échanges comme ça. Donc moi je pense que c'est ce que je ferais si j'étais toi. Vraiment de tout péter pour repartir sur un effectif beaucoup plus jeune et beaucoup plus prometteur. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop juste pour gagner cette année. Et enfin, on passe aux mineurs. Donc, les mineurs. Alors, moi, je vous ai laissé le choix des équipes. Je pense que si j'avais été dans vos situations, c'est l'équipe sur laquelle je serais parti. Parce qu'en fait, l'effectif, il est très dense. Quels sont les joueurs très forts?
Donc Porzingis et Jalen Brunson, pour moi, c'est deux joueurs qui sont très forts. Aujourd'hui, c'est vraiment des monstres. Surtout Jalen Brunson. Porzingis, il se blesse pas mal, mais c'est vrai que depuis 2 ans, il est un peu laissé par les blessures. Donc croisons les doigts. Pour le moment, ça fait 2 années qu'il. Alors, je crois que l'an passé, il était top 15, et là, cette année, il est top 34. Et Jalen Brunson, top 17. Donc voilà, c'est deux joueurs qui sont très forts. Ensuite, t'as pas mal de joueurs aussi vraiment forts. Donc, Kat, Derrick White, Daniel Gafford, Jrue Holiday, Klay Thompson. C'est vraiment des joueurs qui sont vraiment forts. Donc, qui ont beaucoup de valeur en fantasy. Ensuite, t'as quand même si après, t'as encore deux joueurs qui sont vraiment corrects. Donc Zubac, Trey Jones, Rui Hachimura, Maurice Wagner. C'est vraiment des joueurs corrects. T'as Sheldon Sharp qui a un super potentiel. Donc moi je pense que ça va être aussi un futur crack. Donc ça c'est vraiment un jeune avec un gros potentiel. T'as Russell Westbrook. Bon, qui est vraiment sur courant alternatif. Je l'ai mis en joueur risqué parce qu'il peut être bon comme mauvais, mais en même temps il te coûte pas très cher. Donc c'est vraiment aussi un bon ajout dans ton effectif. Donc en fait pour moi dans ton effectif tu as 13 joueurs qui sont vraiment utiles. Donc c'est vraiment un effectif très dense, très profond. Et puis après t'as que 3 joueurs pour moi, Lonnie Walker, Jacob Gilyard et Malaki Branham, qui sont qui sont pas trop de potentiel et qui sont pas très bons. Peut-être Malaki Branham il a un peu de potentiel, ça dépend de ce que les gens pensent. Moi j'y crois pas trop. Mais après bon tu vas devoir en drop 2, donc sûrement Lonnie Walker et Jacob Gilyard pour avant la draft. Tu peux garder Malaki Branham parce qu'il y a un peu plus de potentiel, et puis après tu vas récupérer 2 joueurs. Et en fait avoir 3 joueurs mauvais sur potentiel, c'est pas trop gênant parce que ça te permet de faire quelques ajouts tout au long de l'année pour sur la free agency. Donc vraiment t'as un effectif pour moi qui est très dense, très bien construit. Donc quels sont les risques au niveau de ton effectif? Donc c'est vrai que pour moi t'as un effectif qui est dense, par contre c'est sûr que t'as plus beaucoup de tours de draft à l'avenir. Donc va bien falloir gérer ton effectif. Parce que tu pourras pas avoir beaucoup de jeunes. Je crois qu'il te manque 3 premiers tours de draft sur les 5-6 prochaines années. Ensuite, t'as pas de joueurs top 15. Donc c'est vrai que t'as un effectif qui est dense, mais t'as pas non plus de gros cracks comme pour les chats qui ont Kevin Durant et Anthony Davis, donc les joueurs top 10. Toi t'as pas de joueurs dans le top 15. Donc c'est peut-être des joueurs qui peuvent te gagner tout seuls des match-ups. En fait toi t'as pas vraiment ça. C'est vraiment un effectif qui est tellement dense qu'au final tu vas gagner avec tout ton effectif. Donc les 3 joueurs de bout de banc améliorés, mais ça au final je l'ai mis dans les risques ou les points négatifs, mais en fait c'est même pas un point négatif. Pour moi c'est normal, tout le monde a ça. Et après t'as quand même quelques risques de blessure. Donc ça c'est vrai que t'as Kristaps Porzingis qui est quand même assez souvent blessé, t'as Towns qui est aussi assez souvent blessé. Puis moi j'ai même rajouté Jalen Brunson, parce qu'en fait Thibodeau il le fait jouer 40 minutes par match, et on le voit bien, tous les joueurs chez Thibodeau finissent par se blesser. Donc t'as quand même pour moi un effectif qui peut être sujet aux blessures. Peut-être, je l'ai pas marqué, mais peut-être aussi quelques joueurs un peu vieillissants, donc Klay Thompson, Jrue Holiday, donc ça c'est un peu vieillissant, mais en même temps, quand tu joues le titre, c'est pas trop gênant et tu peux te permettre aussi d'avoir des joueurs de cet âge-là. Ensuite, parmi les points positifs, comme je l'ai dit, grosse profondeur d'effectif. Pour moi, tu as un effectif aussi qui est équilibré. Tu as un salary cap qui est maîtrisé, donc il te reste 40 millions et tu que Klay Thompson à payer, entre guillemets, puis après parmi les joueurs que tu vas couper, donc ça c'est pas grave si tu pourras prendre des joueurs pas très chers. Donc tu as un salary cap qui est maîtrisé. Tu as un effectif qui est au final au global plutôt jeune, à part ceux que je viens de dire, on va dire qu'ils sont tous plutôt jeunes, donc ça va, t'as pas non plus de chronomètre au-dessus de la tête. Et après, t'as pas mal de bons contrats, donc Gafford, Brunson, Porzingis, White, Westbrook. C'est vraiment pas mal de bons contrats où je trouve que c'est des bons rapports qualité-prix. Donc vraiment, je trouve que c'est une belle équipe. Comme j'ai dit, moi je pense que c'est sur celle-là que je serais parti. Fenêtre du titre, pour moi oui, en fait t'as pas grand chose à faire. L'équipe est déjà capable de gagner le titre. L'an passé, Rémi, qui avait cette équipe là, il est pas allé jusqu'au bout parce qu'il a été non plus décimé par les blessures. Mais au moment des playoffs, donc ça, comme je dis, il y a toujours une part de chance, dans les playoffs. Mais voilà, pour moi, t'as déjà un effectif tel quel qui peut jouer le titre.
Donc mon conseil ce serait quoi faire, donc juste quelques bons trades, bonnes pioches en free agency peuvent encore l'améliorer. Donc voilà, peut-être essayer de sentir un petit peu des trades que tu pourrais faire, mais prends ton temps parce que vraiment essayer de comprendre bien comprendre la ligue. T'es pas obligé de vraiment de faire beaucoup de moves pour pouvoir gagner la ligue, à mon avis. Donc voilà, c'était tout. J'espère que ça vous intéressera. Faites-moi un retour, hein. C'est juste c'est mon analyse de vos effectifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que je vais même mettre le podcast sur le Discord, comme ça si jamais il y en a qui veulent rebondir dessus, vous pourrez, hein, donc voilà. Allez, bonne fin de journée, ciao.